Donc, je me présente, je suis Madeleine Saint-Germain, je suis conseillère d'orientation et conseillère en information scolaire au collège. Et je vais être accompagnée aujourd'hui là, de ma collègue Cathy Vigé, que je laisse se présenter pour la Alors, présentation. bonjour, bonjour pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. Alors, mon nom est Cathy Vigé, je suis conseillère en information scolaire et je travaille avec Madeleine au service d'orientation. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble des différentes étapes du processus d'admission à l'université. Alors, on commence ça immédiatement. Alors, évidemment, la première étape pour faire une demande d'admission à l'université, c'est vraiment de déterminer un programme d'études puis de choisir un programme. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ça va être super important. Vous pouvez rencontrer un conseiller d'orientation au service d'orientation ici. En ce moment, c'est sûr que, tu sais, on a beaucoup de demandes. Donc, plus vous arrivez proche de la date limite, plus c'est difficile. Mais un conseiller d'orientation, là, ça sert vraiment à faire un accompagnement personnalisé pour vous aider à mieux connaître, savoir ce qui est important pour vous, évaluer les différentes options. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle trouver votre recette de succès. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la vie, quand vous vous impliquez dans quelque chose, vous êtes au meilleur de vous-même? Donc, c'est vraiment ça à quoi sert le conseiller d'orientation, puis il vous permet donc là, de faire le point, puis de voir euh, à ce que vous trouviez un programme qui vous ressemble. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a aussi le côté bien s'informer sur le programme et sur l'université qui vous intéresse. Donc, il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez donc explorer directement les sites web des universités. Vous pouvez participer aux portes ouvertes là, sur les campus et en virtuel. Il y en a à l'automne, il y en a à l'hiver. Donc, c'est important de vous informer. Au Cégep, on reçoit l'automne les universités à l'Agora. Donc, c'est aussi une façon. Vous avez un site Internet qui est écrit ici. C'est le site Internet Destination Université. Je vais prendre la peine de vous le montrer pour que vous puissiez voir. Donc, est-ce que Cathy, on est dans le bon écran? Oui, Merci beaucoup. Donc, le site Destination Université vous regroupe vraiment tous les liens que vous avez besoin. Donc, quand je suis dans Destination Université, que je viens d'en découvrir les universités québécoises, donc je clique ici, vous allez avoir la fiche de toutes les universités dans lesquelles vous pourriez être intéressé à vous inscrire, là, qui sont situées au Québec. Donc, si par exemple, j'ouvre la fiche de l'UQAM, donc, quand on regarde, là, vous allez vraiment avoir plein d'informations. Et quand on va directement en bas ici, vous avez, vous voyez, là, choisir l'UQAM, les programmes d'études, la demande d'admission, les coûts des études, la visite virtuelle du campus, info conseil. Et ici, quand les dates des portes ouvertes ne sont pas passées, dès qu'elles sont connues, elles sont affichées directement sur le site de Destination Université. Donc, ça regroupe toutes les informations. Est-ce que, Cathy, il y a d'autres choses, ça? Ça fait le tour de Destination Université? oui, c'est parfait. Super. Donc, on revient à notre présentation. Alors, vous pouvez avoir fait tout le tour, mais vous pouvez encore avoir des questions. Donc, au service d'orientation, on offre aussi, au Cégep, on offre aussi la consultation avec une conseillère en information scolaire, donc Cathy et moi-même. Donc, si vous avez besoin d'informations sur la façon d'accéder à votre programme d'études, les parcours scolaires qui vont pouvoir vous permettre d'atteindre la profession que vous voulez atteindre, la quota, l'admission, tout ça. Donc, vous pouvez vous présenter au service ici. On a du sans rendez-vous du lundi au vendredi. C'est assez ouvert. On va vous donner l'information à la fin là, avec les plages horaires exactes et le numéro du local. Donc, Cathy, je te cède la parole. Oui, alors, après les deux premières étapes mentionnées par Madeleine, qui est, dans le fond, de bien se connaître, de savoir où on s'en va et de bien s'informer sur le programme, l'université, etc., bien, c'est important de bien connaître et comprendre le monde scolaire universitaire parce que c'est justement tout un monde. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Ce qu'on va voir en gros, c'est le système universitaire, les conditions d'admission pour aller à l'université, les demandes, qu'est-ce qu'on fait si le programme est contingenté, qu'est-ce qu'on fait si on doit rentrer, si on ne peut pas rentrer à l'automne, puis on doit rentrer à l'hiver. La sélection des candidatures très brièvement et puis la réponse des universités ou leur décision et finalement le choix de cours.
Voilà. Donc, le système universitaire, en gros, il comprend 3 cycles d'études. Au niveau du premier cycle, on va retrouver le baccalauréat et les certificats. En gros, là, je vais vous en reparler tantôt. Au niveau du deuxième cycle, on va avoir la maîtrise et les DESS. Et au niveau du troisième cycle, on va avoir les doctorats de troisième cycle. J'ai oublié de vous dire aussi, au niveau du premier cycle, il y a les doctorats de premier cycle. Je vais vous expliquer tantôt la différence. Merci, Cathy. Ah Donc, ben, on dit c'est Madeleine, excusez, ben c'est oui, Madeleine. exactement. Donc, on a maintenant, donc, au premier cycle, principalement, bon, il y a 5 types de diplômes au premier cycle, mais de façon générale, on entend beaucoup plus souvent parler là, des deux premiers, je dirais, soit le doctorat de premier cycle, qui dure 4 ou 5 ans. Donc, quand on pense, par exemple, à la médecine, à la pharmacie, donc, ce sont des doctorats de premier cycle. Les baccalauréats, donc on entend souvent le mot bac, ce sont des programmes donc, qui sont de 90 crédits qui, de façon générale, c'est-à-dire que ça dure 3 ans à temps complet avec 90 crédits ou ça dure 4 ans à 120 crédits. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est pas très compliqué. Là. Principalement, toutes les bacs ont 3 ans, sauf, je pense, c'est deux, qui seraient les bacs en génie puis en enseignement, n'est-ce pas, Cathy? Oui, C'est ça. Donc, tous les autres, c'est vraiment la norme, là, c'est de durer 3 ans. Ensuite, au premier cycle, vous avez aussi la possibilité d'avoir des diplômes comme la majeure, la mineure et le certificat. Donc, on va entendre moins souvent parler de ces diplômes-là, mais ça va être, Cathy va vous en parler un petit peu après, là, ça peut être des belles façons quand vous avez à prendre d'autres alternatives pour vous rendre à votre objectif. Donc, une majeure, c'est 2 ans, c'est 60 crédits. Une mineure, c'est 1 an, c'est 30 crédits. Le certificat, c'est la même chose, c'est 1 an, c'est 30 crédits. Donc, ma collègue Cathy va vraiment prendre le temps de vous expliquer en détail là, le premier cycle à la prochaine diapo. merci Madeleine. Alors, si on se concentre sur le baccalauréat, on peut avoir différentes formes de baccalauréat. Alors, je vais tout le temps prendre le même exemple pour vous aider à comprendre. On va avoir un baccalauréat spécialisé, c'est vraiment un baccalauréat de 3 ans. Alors, on va avoir un baccalauréat en communication. Alors, c'est 90 crédits principalement centrés sur le domaine de la communication. Un baccalauréat bidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il comprend 2 disciplines à part égale. Donc, on va entendre souvent parler du baccalauréat en communication politique. Donc, c'est 50 de communication, 50 de politique dans le baccalauréat. Il est vraiment bidisciplinaire. On peut aller avec ce baccalauréat-là soit vers une maîtrise en communication ou soit vers une maîtrise en politique par la suite. On a aussi pour les trois prochaines tranches, plus en vert, on va appeler ça un baccalauréat par cumul. Donc, il y a possibilité de faire majeur plus mineur. Donc, ça pourrait être, si on veut garder notre exemple, baccalauréat avec majeur en communication et mineur en politique. Donc, comme Madeleine l'a dit tantôt, majeur 2 ans en communication, mineur 1 an en politique. À ce moment-là, on peut poursuivre à la maîtrise dans la majeure en communication. Il faut au moins 2 ans plus une année, là, 2 ans dans la discipline pour pouvoir poursuivre à la maîtrise. Ensuite de ça, on va avoir l'autre possibilité d'un bac par cumul, c'est de faire 3 mineurs. Fait que ça pourrait être un mineur en communication, un mineur en politique, puis un mineur dans une autre discipline. Ça pourrait être la philosophie. Ça va nous donner un bac par cumul. Puis, on a aussi la possibilité d'avoir un bac par cumul de certificat. La différence, je vous dirais, entre mineur et certificat, c'est que le certificat est beaucoup plus, s'adresse beaucoup plus à une clientèle sur le marché du travail dans un but de perfectionnement. Puis, il est vraiment plus pratico-pratique concret. Mais de plus en plus, les mineurs tendent à être de plus en plus pratico-pratique concret. Mais je vous dirais que le certificat est plus, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, allez comparer les deux. Exemple, vous allez voir une mineure en criminologie puis un certificat en criminologie. Ça vaut la peine d'aller comparer. Ça se ressemble énormément. C'est juste qu'un, comme je vous dis, s'adresse plus à une clientèle déjà sur le marché du travail.
Donc, les doctorats de premier cycle maintenant? Oui. Excusez, j'étais comme, je pensais qu'on revenait en arrière. Alors, les doctorats de premier cycle, ce n'est pas comme les doctorats de troisième cycle. Alors, les doctorats de troisième cycle, c'est vraiment après le bac, la maîtrise et vous accédez au doctorat. Mais il y a des doctorats professionnels de premier cycle auxquels vous êtes admissible après le cégep. Donc, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, médecine pédiatrique, pharmacie, optométrie et chiropratique. Et ça, c'est quand même des doctorats d'une durée de 4 ou 5 ans. C'est variable selon l'université. Merci, Cathy. Donc, maintenant qu'on sait un peu dans qu'est-ce qu'on peut s'inscrire, comment ça fonctionne pour les conditions d'admission. Donc, il faut comprendre que pour les conditions d'admission, quand on est au cégep et qu'on obtient un DEC, ça, on va penser l'obligation d'avoir un DEC dans quelque chose de précis. Pour rentrer dans un programme, là, c'est à l'université avec un DEC, l'important, c'est d'avoir un DEC et les préalables requis pour le programme. OK? Donc, par exemple, vous voudriez être admis au bac en psychoéducation, mais peu importe le DEC dans lequel vous avez diplômé, vous allez avoir besoin d'un DEC et d'un cours préalable de statistique. OK? Donc, techniquement, vous pourriez avoir fait un DEC en arts, lettres et communication, avoir ajouté votre préalable de statistique pendant votre formation et vous pourriez aller au DEC en psychoéducation. OK? Donc, si vous visez, par exemple, un bac plus en sciences, bien, vous pourriez techniquement avoir un DEC en sciences humaines, avoir fait vos préalables de sciences et y aller. OK? Donc, idéalement, c'est sûr que dans les premiers onglets des sites universitaires, on va dire DEC en sciences humaines ou DEC en sciences de la nature, mais quand vous regardez plus en détail, c'est vraiment d'aller voir les préalables requis, c'est super important. Comment fonctionnent les demandes d'admission? Donc, j'ai quelqu'un qui s'est présenté ici à un moment donné me disant, ah, je m'en vais à l'université faire ma demande. Oubliez ça, ce n'est pas en personne. Les demandes d'admission se font en ligne sur le site web des universités. OK? Donc, je vais vous montrer, on a un document sur notre site qui regroupe vraiment toutes les informations. Donc, sur le site web des universités, selon si vous êtes né au Québec, habituellement, vous n'avez aucun document à fournir, mais si vous êtes né à l'étranger, vous allez avoir des documents à fournir. On vous a fait un document avec toutes les informations. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre relevé de notes, etc. Donc, le lien se fait au niveau de vos résultats là, en informatique, la transmission des résultats se fait pratiquement automatique, un peu comme quand vous étiez au secondaire vers le collégial. Les dates limites sont importantes. Donc, le 1er novembre pour la session hiver. Donc, quand je veux commencer en janvier, ma date limite, c'est le 1er novembre pour faire ma demande. Et c'est le 1er mars pour l'automne. Il va rester certains programmes non contingentés ouverts un peu plus tard, mais c'est vraiment important pour la majorité des programmes de respecter ces dates-là qui sont ceux du 1er novembre, 1er mars. On a une petite exception avec l'ETS qui donne là, jusqu'au mois d'août puis jusqu'au mois de décembre, là, mais principalement, c'est les dates à retenir. Selon les universités, vous pouvez faire une demande avec plusieurs choix ou vous pouvez faire, excusez, on a quelqu'un qui vient de rentrer, ou vous pouvez faire plusieurs demandes et il y a un coût associé. Donc, je vais vous montrer le document. Ce document-là, il est accessible sur notre site Internet. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, ce qu'on vous voyez là, tout est ici. Je vais le grossir. Là. Vous avez pour chacune des universités, on voit le document, Cathy. Oui, très bien. Merci beaucoup. L'adresse pour faire la demande d'admission. Ce sont quoi les documents requis? Quand vous avez des petites lettres dans ce document, ça fait référence à la dernière page qui est l'information sur que veut dire les lettres. Ensuite, vous avez les frais, le nombre de demandes et le nombre de choix possibles par demande est ici à la fin. Donc, si on regarde, fait que là, je suis à l'Université de Sherbrooke, ça me coûte 96 $. J'ai le droit de faire une demande et j'ai droit à 2 choix. Et le petit D ici, ça fait référence à la façon dont les choix sont analysés. Donc, à l'Université de Sherbrooke, tous les choix inscrits sont analysés et vous recevez une réponse à chacun des choix. Donc, c'est un document qui est vraiment super complet là, avec les universités pour faire les demandes d'admission en ligne.
Donc, maintenant, Cathy, je te cède la parole pour les scénarios possibles. Merci beaucoup, Madeleine. Alors, quand on fait une demande d'admission, vous avez vu, il y a possibilité à certaines universités, exemple à l'Université de Montréal ou au CAM, de faire une demande et dans notre demande, on peut faire 3 choix. Alors, qu'est-ce qui arrive quand notre premier choix, on n'a pas la cotère suffisante ou c'est ça, on sait qu'on est trop juste? Bien, c'est important de prévoir des scénarios. Alors, c'est de là l'importance là, de penser à notre deuxième et troisième choix. Donc, quand un programme est contingenté, qui veut dire il y a plus de demandes qu'il y a de places disponibles, alors les universités n'ont pas le choix de procéder à la sélection des candidatures. À ce moment-là, ce qu'on suggère, c'est de faire une demande euh, au même programme, mais dans les autres universités. C'est sûr que dans la région de Montréal, souvent, c'est très contingenté, c'est plus difficile, mais aussitôt qu'on sort de la région de Montréal, c'est souvent un petit peu moins contingenté. C'est sûr que c'est vraiment un choix personnel, mais souvent, ce que je dis aux étudiants, tant qu'à passer peut-être 2 ans dans un autre programme, si tu décides d'aller, supposons, à Gatineau, tu serais accepté, puis c'est 3 ans. Un bac, ça prend 3 ans. Fait qu'après ton 3 ans, après ton bac, rien ne t'empêche de revenir faire, de poursuivre ton deuxième cycle à Montréal ou de venir travailler à Montréal. Des fois, c'est important de voir là, je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas partir du tout et qui veulent rester à Montréal. C'est tout à fait normal. Mais nous, on va toujours lui offrir la possibilité de regarder les cotes dans les autres, en périphérie ou dans les régions plus éloignées de Montréal pour avoir la chance peut-être d'être admis dans le programme qu'on aime. Alors, ça, c'est un scénario à ne pas mettre de côté. Sinon, ben, on va regarder, on va essayer de trouver des programmes ayant des cours communs avec le programme visé. Je vous donne des exemples. Supposons que vous voulez aller en criminologie. Le bac est beaucoup plus contingenté. Alors, comme on a parlé, il existe une majeure en criminologie qui exige un petit peu moins, une cotère un petit peu moins élevée. Et il existe aussi un certificat qui est en fait pas contingenté. Donc, quand on dit des cours communs, bien, il y aurait possibilité, après avoir fait les 2 ans en criminologie ou le 1 an en criminologie, de refaire une demande au bac et que les cours soient crédités. Par contre, il faut faire attention parce que ce n'est pas plus facile. Après notre 2 ans de criminologie, c'est sûr qu'il faut avoir eu des très bonnes notes ou après 1 an pour que l'université nous admette. Fait que ça, dépendamment de votre cote, on peut vous le suggérer, mais quand vous êtes vraiment trop loin des derniers admis, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va suggérer. Ici, tous les scénarios que je parle, là, ça va être important de venir nous voir au service d'orientation pour qu'on puisse vous guider là-dedans parce que ce n'est pas nécessairement facile là, de prévoir soi-même tous ces scénarios-là. Puis c'est adapté à votre cas spécifique. Hein. Là, je fais un exemple avec sciences humaines, mais ça pourrait être en sciences de la santé, ça pourrait être en communication. Alors, c'est adapté vraiment à votre cas. Donc, essayez, c'est ça, de voir des programmes, est-ce que les cours sont similaires. Sinon, pensez à un programme qui permet d'exercer la même profession. Je vous donne un exemple, le bac en gestion des ressources humaines et le bac en relations industrielles forment les mêmes professionnels. Ici, au collège, nos deux coordonnatrices, une qui s'occupe des personnels professionnels et techniques et l'autre du personnel enseignant, une vient de relations industrielles, du bac en relations industrielles, puis l'autre vient de gestion des ressources humaines. Sauf que relations industrielles est moins contingenté que le bac en gestion des ressources humaines, malgré que l'UQAM a décontingenté son bac, mais il demande quand même une cote de 24 minimale. Puis je crois que relations industrielles, c'est 23, si je ne me trompe pas. Alors, vous voyez un peu, moi, c'est sûr, je vous donne des exemples, mais vous voyez un peu l'exercice de voir, est-ce qu'il y a un autre programme qui va me permettre de faire la même job? Des fois, non, mais des fois, oui. Programme qui permet des activités professionnelles connexes ou qui demeurent dans le même champ d'études. Alors ici, on est plus dans le programme. Alors, si je ne peux pas rentrer en travail social, est-ce qu'il y a d'autres programmes moins contingentés qui me permettent dans le même champ?
Alors, on peut aller voir du côté de la psychologie, de la psychoéducation, de la criminologie. Mais criminologie, ce n'est pas un bon exemple, parce que je pense qu'il est plus contingenté, là. Mais c'est de voir est-ce qu'il y a un autre programme qui me permettrait d'être, je veux faire de la relation d'aide. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui vont me permettre de faire de la relation d'aide? Alors, c'est ça qu'on va regarder avec vous. Vraiment des activités professionnelles connexes qui demeurent dans le même champ d'études. Dans l'autre petit onglet, programme qui permet d'augmenter ses compétences professionnelles pour la profession visée. Des fois, ce n'est pas trop possible d'avoir des programmes connexes ou qui permettent d'exercer la même profession. Alors, mon exemple favori, c'est le droit. Ça pourrait être la médecine aussi. Qu'est-ce que je pourrais aller augmenter des compétences complémentaires professionnelles en tant qu'avocat, en tant que futur avocat? Qu'est-ce qui peut être le fun pour moi d'aller chercher, là, en attendant que je sois admis au bac, là, d'aller chercher. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont opter justement pour un bac en relations industrielles parce qu'il y a beaucoup de négociations. On développe beaucoup nos capacités de négociation dans ce bac-là. Alors, il y en a qui vont aller chercher ça. Il y en a qui vont aller en politique pour vraiment tout développer le côté stratégie, communication, parce qu'un avocat, ça a besoin d'être stratégique puis de savoir bien communiquer. Pour augmenter tout ce qui est le regard ou l'esprit critique, il y en a qui poursuivent en philo. Ça, c'est toujours en attendant, dans le but d'aller augmenter les notes et de pouvoir retourner faire une demande plus tard. Et bien sûr, ceux qui visent le droit des affaires vont aller vers le bac en administration ou le droit criminel vers le bac en criminaux. Mais là, on est à peu près dans les mêmes cotes là, des derniers admis criminaux droit. Là. Fait que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure stratégie, mais pour vous donner un exemple. Et puis là, j'ai parlé pour les sciences humaines, mais en santé, c'est la même chose. C'est difficile de penser que si on n'a pas la cote pour être admis en médecine, ben, l'université, suite au DEC, demande un bac complet. Fait qu'il faut vraiment, vraiment aller vers un autre bac qui va nous permettre soit d'aller augmenter nos compétences professionnelles comme futurs médecins ou d'aller chercher quelque chose là, qui nous plaît au niveau plus de l'aspect recherche scientifique ou du corps humain ou tout ça. Et aussi, à ne pas négliger la technique collégiale connexe. Donc, je veux devenir physiothérapeute, ben, il existe la technique de physiothérapie. Je veux devenir criminologue, il existe la technique d'intervention en criminologie, et ainsi de suite. Souvent, il y a une technique collégiale connexe au programme universitaire qu'on vise. Ce n'est pas nécessairement moins contingenté. Parfois, c'est aussi contingenté, mais quand même un petit peu moins selon le cas. Le but de tout ça, de vous parler de ça ici, c'est de vraiment réfléchir, penser à un plan B que vous allez aimer et qui va vous motiver. Parce que des fois, ce n'est pas vrai que ça va prendre juste une session puis qu'après, vous allez pouvoir changer. Dans certains programmes qui ne sont pas beaucoup contingentés, oui. Sauf que dans des gros programmes comme médecine, comme les sciences de la santé et la relation d'aide, dépendamment de votre cote, on peut compter un bon 2 ans d'université là, avant que l'université commence à ne plus trop regarder vos résultats au collégial. Donc, c'est important, quand vous visez des domaines comme ça, de venir nous voir pour qu'on voit, c'est pratiquement faire un deuxième choix de carrière. Il faut vraiment revoir là, à un niveau d'un plan B professionnel. À ce moment-là, moi ou Madeleine, en tant que conseillère en information scolaire, on va vous référer aux conseils d'orientation qui vont prendre le temps de regarder ça avec vous. Et l'admission à l'hiver et les programmes fermés, bien, ça peut être similaire. C'est qu'est-ce qu'on fait sur notre programme et si vous devez rentrer à l'hiver, qu'est-ce qu'on fait si notre programme est fermé? Bien, on regarde est-ce que le programme se donne, le même programme se donne dans d'autres universités? Est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce que bon, OK, on ne veut pas y aller. Si on veut rester à Montréal, est-ce qu'il y a des programmes qui sont ouverts à l'hiver et qui permettent d'avoir des cours communs? Comme exemple, souvent dans les programmes d'enseignement, c'est fermé à l'hiver. Donc, enseignement secondaire, le programme est fermé, mais on va suggérer, comme pour l'Université de Montréal ou tout ça, d'aller dans le majeur ou le mineur de la discipline qu'on veut enseigner. Donc, enseignement de l'univers social,
ben, on va dire, ben, va voir le majeur le mineur en géographie ou en histoire. Même chose pour les sciences. Je vais aller enseigner les mathématiques, je vais aller enseigner les sciences. Alors, je vais aller voir le majeur ou le mineur en chimie, en mathématiques, etc. Fait que c'est des petits trucs comme ça. Vous pouvez être aussi étudiant libre, mais étudiant libre, ce n'est pas toutes les universités que c'est recommandé. Ça, vous viendrez nous voir. Puis, ça, il faut vraiment avoir des bonnes notes. Étudiant libre, là, c'est qu'on est certain d'être admis à l'automne. Donc, on essaie d'aller s'avancer un petit peu, mais si vous êtes très éloigné, si vous ne pensez pas être admis à l'automne dans votre programme, ça ne donne rien de rentrer comme étudiant libre à l'hiver parce que, je veux dire, les études libres, c'est vraiment, il faut le voir dans un but temporaire, là, vraiment temporaire. Et on revient à la même chose. Mettons, le programme en enseignement préscolaire est fermé. Est-ce que je peux aller améliorer mes compétences en attendant? Donc, est-ce que je ne pourrais pas, oh, j'ai un petit peu de lacune en français. Bon, je vais aller suivre un programme de rédaction du français. Je vais aller, je ne sais pas, moi, tiens, je vais aller apprendre une langue, l'espagnol. Je vais aller m'informer, aller me performer avec ma clientèle. Je ne sais pas, trouble différents troubles d'apprentissage ou élèves autochtones. Tu sais, on s'en va augmenter nos compétences pour être une bonne future enseignante ou peu importe votre programme, là, qu'est-ce qu'on pourrait aller améliorer si notre programme est fermé à l'hiver? Merci, Cathy. Donc, maintenant, la sélection des candidatures par les universités. Alors, la première étape, bien, vous en doutez bien, c'est l'évaluation du dossier scolaire à l'aide de la coteur. Donc, habituellement, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va faire la première sélection. Vous allez voir, la plupart des universités sur les sites, sur la fiche du programme dans l'admission, vous voyez les quotas des dernières années, des dernières années directement sur le site. Les universités sont très transparentes. Fait que vous pouvez avoir plusieurs choses affichées. Vous pouvez avoir une cote minimale. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que même si le programme n'est pas contingenté, on veut avoir des étudiants qui ont une cote minimale de 22, par exemple. Donc, il pourrait avoir ça. Il pourrait avoir la cotère du dernier année. Donc, la cotère du dernier année, c'est pas dans les années passées. Là, il faut comprendre, le cotère du dernier année, c'est pas il faut avoir cette cotère-là pour faire une demande. Ça, ce que ça veut dire, la cotère du dernier année, là, c'est, par exemple, je vais donner des chiffres fictifs. Pour être admis dans le programme, j'avais 50 places, j'ai eu 300 demandes, j'ai fait une liste d'honneur, j'ai tiré la ligne à 50. Le numéro 50 avait la cotère qui est affichée quand on parle de la cotère du dernier admis. Puis, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des cotes seuil. Comme par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est la médecine à l'Université de Montréal. Il y a une cote seuil, je pense que Cathy, tu pourras me confirmer, c'est 33. Donc, il faut avoir 33. J'ai vu ton signe de oui de la tête. Donc, il faut avoir 33 pour faire les prochains processus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une cote seuil. Ensuite, il y aura d'autres critères dans certains cas. Dans certains cas, c'est uniquement la cotère. Il y a d'autres possibilités. Donc, par exemple, en nutrition et en optométrie à l'Université de Montréal, vous devez compléter un questionnaire motivationnel. Donc, ça, c'est nouveau cette année. Donc, ils veulent aller plus loin. Pourquoi vous vous intéressez à ça? L'information, elle est directement dans la section des admissions des sites Internet, des universités, du programme qui vous intéresse. Il peut avoir des tests. Le plus commun, celui qu'on connaît le plus, si on est un peu au fait, là, c'est le test Casper, donc qui est demandé dans beaucoup de programmes de la santé. McGill le demande pour le bac en enseignement aussi. Donc, c'est possible d'avoir ça. Vous pouvez avoir aussi des entrevues dans plusieurs domaines, là, et on va en venir à faire des entrevues pour la sélection. Les domaines artistiques, par exemple, le bac en communication, création, médias et cinéma de l'UQAM va demander un portfolio numérique. Donc, toutes ces informations-là sur les critères plus spécifiques sont disponibles sur les fiches programmes de chacune des universités. Maintenant, les décisions. Cathy, je te cède la parole. Alors, une fois que nous avons envoyé notre demande, payé nos frais, etc., là, ce qui se passe, c'est que l'université va vous envoyer
des numéros d'identification pour vous inscrire au portail de l'université. Alors, c'est un peu comme Omnivox ici. Et c'est là que vous allez suivre là, tout le traitement de votre demande. Vous allez pouvoir suivre en ligne ce qui se passe avec votre demande et que vous allez recevoir votre réponse. Présentement, date limite 1er mars, je vous dirais qu'il y en a qui reçoivent les réponses à la fin mars, mais c'est des programmes souvent pas contingentés. Et puis, ça va jusqu'à, bon, en avril, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et puis, bien sûr, les gros programmes, ben, ça va un petit peu plus loin, là, en mai, mi-mai, là, pour les programmes en santé et tout ça. Donc, les réponses possibles, la décision des universités, les réponses possibles. Alors, vous avez une offre d'admission conditionnelle, bien sûr. Ce n'est pas une offre d'admission définitive, parce que définitive, ça voudrait dire que vous avez votre DEC. Alors, une offre d'admission conditionnelle, elle vous admet à la condition d'avoir complété le DEC avant l'entrée. Donc, elle va vous admettre à condition d'avoir complété le DEC avant la rentrée d'automne. Et une fois qu'elle va voir que vous avez votre DEC, les préalables, tout ça, là, vous allez recevoir une autre offre d'admission définitive. Alors, c'est soit ça, soit qu'il y a un jugement différé. Un jugement différé, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prendre une décision parce qu'il lui manque des éléments. Donc, ça peut être, vous êtes en train de faire des cours préalables l'été, puis elle attend les notes de ces cours-là. Ça peut être, en tout cas, c'est parce qu'il lui manque des informations, puis elle va communiquer avec vous pour vous dire ce dont elle a besoin pour prendre sa décision. Une liste d'attente, c'est naturellement les gros programmes en sciences de la santé et relations d'aide. Donc, votre dossier scolaire est bon, mais il y a trop de monde par rapport au nombre de places. Donc, elle vous met sur une liste d'attente en attendant que les candidats à qui elle a fait, candidat-candidate, à qui elle a fait une offre d'admission, elle veut voir s'ils vont vraiment s'inscrire à cette université-là. Fait que, des fois, là, les gens qui ont été admis, c'est parce que des fois, ils attendent la réponse d'une autre université ou c'est leur deuxième choix, ils attendent la réponse de leur premier choix. Des fois, je vous le dis, là, vous pouvez être rappelé là, la première semaine de cours à l'université. Il y a des étudiants là, qui ont commencé leur première semaine de cours, sont appelés par l'université pour dire finalement, il y a une place, est-ce que tu veux t'en venir avec nous? Moi, je donne toujours mon exemple que j'aime beaucoup, que j'ai un étudiant en architecture. Il avait fait une demande à Montréal, une demande à l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec. Il était sur une liste d'attente à l'Université de Montréal et il était admis à Québec. Fait que louer le logement, s'est en allé à Québec, tout ça, il a commencé. À sa première semaine de cours, l'Université de Montréal lui a dit finalement, si tu veux, on pourrait te prendre. Ben, lui, c'était vraiment là qu'il voulait aller. Fait qu'il a accepté. Fait qu'il a sous-loué le logement à Québec, puis ben, il est revenu, il est bien content. Là. C'est pas toujours comme ça, là. C'est pas toujours des, des choses qui arrivent comme ça, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible. OK? Quand vous êtes une liste d'attente, c'est une bonne nouvelle. Et finalement, le refus. Ça, normalement, ça devrait. C'est sûr que dans votre premier choix, vous pouvez être refusé, mais c'est pour ça l'important de prévoir un deuxième, troisième choix, puis de venir nous voir. Parce que si vous êtes refusé dans les 3 choix, c'est parce que vous n'êtes pas venu nous voir. Parce que c'est impossible. On va toujours vous suggérer de vous laisser au moins une porte de sortie dans un de vos choix pour pouvoir remonter vos notes à l'université. Je pense que. Ah non, il me reste une dernière petite. Donc, bon, je suis allée trop vite tantôt, mais après l'offre d'admission, ben, vous allez vous inscrire au cours. Et puis, oui, je vous en ai parlé tantôt, mais c'est ça. Sur le portail de l'université, ça va respecter les dates limites de votre inscription. Hein. Si l'université vous demande de vous inscrire d'ici le 1er juin, c'est important de respecter les dates limites. Et puis, bon, on a fait pas mal le tour. Alors, bon succès dans vos études universitaires. Merci, Cathy. Donc, finalement, si on a des gens qui souhaitent venir nous consulter, justement, pour toutes les raisons qu'on vous a nommées là, tout au long de la présentation, au local A1 180. Donc, habituellement, toujours quelqu'un disponible là, du lundi au vendredi, 8h30 à 11h30.
1h30 à 15h30. Mais attention, prévoyez d'arriver au moins 20 minutes avant la fin. Donc, au plus tard 11h10, au plus tard 15h10, parce que quand il y a beaucoup de monde, à un moment donné, on arrête de prendre des gens. Puis comme la consultation peut durer une vingtaine de minutes, ben, si vous arrivez à 15h20, ben, premièrement, il pourrait déjà avoir quelqu'un d'assis avec nous. Et deuxièmement, mais ça ne nous donne pas tout le temps là, pour pouvoir vous répondre. Donc, c'est important de prévoir ça. Alors, ça fait le tour de ce qu'on avait à dire, Cathy et moi.